Amis de la culture, bonjour. Vous êtes bien sur la télé de Lyon à l'émission Top Culture. Alors aujourd'hui, on reçoit Claire Marin. Claire Marin, c'est une peintre, une auteure, une comédienne qui manipule les deux d'une très belle manière. D'ailleurs, on va voir ça de suite. En attendant, cette émission ne peut pas se faire sans régie. Donc à la régie, il y a Marc aujourd'hui, Théo, Johan derrière la caméra, voilà. Et puis alors n'oubliez pas, cliquez sur abonnez-vous, hein, voilà, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça nous apporte du soutien, on en a besoin. Voilà, bon, il est temps d'aller revoir nos invités. Vous nous suivez avec tout ce qu'il faut. C'est parti. Claire Marin, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment ça va? On se tutoie puisqu'on se connaît? Oui. Ça fait plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être là. Alors, je t'ai présenté brièvement, mais je pense que j'ai pas tout dit. Je sais que j'ai pas tout dit. Non, il faut qu'on en garde un peu quand même. Donc, si tu peux approfondir la chose. Très bien, très bien. Alors, succinctement, dès que j'ai eu un stylo entre les mains, j'ai voulu écrire. Dès que j'ai eu un pinceau entre les mains, j'ai voulu peindre. Et puis j'avais une obsession, c'était d'écrire sur mes tableaux. Mais je ne savais pas tellement comment faire. Donc ça, j'étais toute petite. Et puis, je voulais faire une école d'art. Et j'ai fait l'école de la vie parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que je n'ai pas fait d'école d'art. Donc, tu as eu quoi comme diplôme? Comment tu peux définir ton diplôme alors? Diplôme vital, hein. C'est bien ça, un diplôme bien. Vital, hein. C'est pas mal. Et j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime ce parcours parce que du coup ça m'a permis de décloisonner les choses, de pratiquer beaucoup de métiers différents et de me rendre compte qu'il y avait beaucoup moins de frontières que celles qu'on voulait bien nous faire croire et que les frontières étaient surtout à l'intérieur de nous, en tout cas c'était celles qu'on s'imposait à nous-mêmes mais qui n'existent pas réellement. Et puis, donc, ça m'a permis de créer des ponts entre les arts et puis entre les gens. Alors, à propos de pont, il faut bien un démarrage de pont. Et tu m'as raconté une anecdote. Oui. Peut-être tu peux la partager, si tu as envie. Oui, avec joie. Qui effectivement exprime beaucoup l'idée de la problématique de l'élitisme. C'était une de mes premières expos, c'était à Joigny. Et puis... donc j'étais dans une petite galerie, et il y a un papa qui est passé avec son enfant, et son enfant voulait entrer, parce que comme je fais des choses assez colorées, donc l'enfant était attiré par la galerie, il voulait y aller, et le papa lui a pris la main et lui a dit « Non, c'est pas pour nous ». Et c'était délirant en fait, c'est-à-dire que c'est devenu... et ça s'est reproduit plusieurs fois, c'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé plusieurs fois pendant cette exposition et pendant d'autres. À quoi tu attribues ça? Je crois qu'il y a toujours une somme d'éléments, mais c'est vrai que je crois que pour beaucoup de personnes, l'art est devenu, les arts en général sont devenus quelque chose d'élitiste, en tout cas de jugé élitiste. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas toucher d'une certaine manière, comme si c'était... c'est pas pour nous. Tu veux dire que les couleurs avaient attiré les enfants, mais avaient repoussé certains parents. Où ils pensaient que l'enfant n'était pas prêt à voir une exposition. Alors j'ai plus senti ça. Toi, tu l'as ressenti Moi, vraiment? Moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de non, c'est de l'art, c'est pas pour nous, mais ce n'est qu'une vision. Donc peut-être qu'il s'est joué plein d'autres choses pour les personnes qui ne voulaient pas entrer, c'est-à-dire peut-être que ça ne leur plaisait pas, ça c'est possible. Peut-être qu'il y a eu effectivement quelque chose de l'ordre de non, nous l'art, on ne connaît pas. Moi j'entends souvent ça qui revient, nous, non, on n'y connaît rien. Donc il y a des personnes qui n'osent pas dire ce qu'elles ressentent parce qu'elles ne se sentent pas légitimes dans leurs pensées. Et ça, je trouve ça terrible en fait, parce qu'on n'a pas besoin de connaître
pour avoir des sentiments, des émotions, des sensations. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ici, et même dans Lyon, j'ai découvert, je ne connaissais pas Lyon depuis, je suis arrivé en septembre, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'artistes, et le fait de faire des expositions, de faire une émission aussi sur la culture, ça peut montrer que il suffit d'avoir des émotions, là on ne l'a pas. Voilà. Et que c'est beaucoup plus accessible. Par contre, je crois qu'il y a une image que tu nous as... Un tableau, est-ce que c'est... Tu peux nous en parler de celui-là? Oui. Il y a des couleurs là. Hein. Ah là là, oui, puis là, elle claque. Tableau fondateur, parce que, en fait, pendant 10 ans, je n'arrivais plus du tout à peindre. Et comme j'ai pratiqué d'autres métiers, et c'est revenu en prenant des cours de théâtre. Je ne me demande pas pourquoi, enfin, voilà, je ne sais pas comment ça a navigué. Tu as joué le rôle d'une peintre? Non, pas du tout, même pas, mais je crois que ça a débloqué quelque chose. Et donc pendant 10 ans, je ne faisais qu'écrire, mais j'arrivais plus du tout à peindre. Et puis j'avais un autre métier à ce moment-là, donc je pense que j'avais un problème de temps. Le canal était un peu bouché. Et puis j'ai recommencé à peindre, et ce tableau-là, en fait, il est lié à cette période où j'ai quitté mon ancien métier et où je me suis vraiment battue pour ne faire que de la peinture et de l'écriture. Et donc, le personnage central qu'on voit au milieu, enfin moi j'appelle ça un personnage... On peut le remettre peut-être? Qui est doré. Donc il est très chargé hein, comme tableau, parce qu'au début quand on démarre, on veut tout dire dans 2 mètres carrés, enfin dans 2 centimètres carrés, on veut tout raconter, donc il est assez costaud. La taille du tableau? Il fait 60 par 60. Et donc, l'espèce de personnage central donc, qui est doré, en fait, il y a des centaines et des centaines de clous, de tout petits clous, que j'ai plantés un à un. Et donc, c'était tout à fait symbolique de ce que je vivais à ce moment-là, parce que j'avais vécu des trucs complètement cataclysmiques, j'avais eu la pire année de ma vie, et j'avais tout quitté, tout laissé, et donc je m'accrochais à ce tableau et à ces clous que je plantais. Chaque jour, j'y laissé mes doigts, j'avais plus de doigts, quoi. Enfin bon, mais le tableau est fini. Voilà, et donc tu as repris après 10 ans, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années? J'avais les mains rouges sang, je pense que mes mains étaient en colère de ne pas peindre, un problème de circulation. Et tu as écrit, tu as réussi à écrire? J'arrivais à écrire. Notamment une pièce qui a failli se monter 3 fois et qui 3 fois finalement ne s'est pas montée, donc ça a été assez terrible. Et puis j'avais un autre métier qui était je vais le dire, en fait j'étais responsable de salle de cinéma, donc je dirigeais des salles de cinoche. J'adorais ça, j'ai beaucoup aimé ce métier, c'était un super métier. J'avais commencé comme caissière, ouvreuse, voilà, tout simplement, et puis ça s'était fait comme ça. Et c'était un très chouette métier, j'ai bossé avec des gens super, ça m'a appris plein de choses. Et puis ça m'a appris à communiquer, à travailler en équipe, c'était très fondateur ça aussi. Et donc c'est ce métier que j'ai quitté pour me consacrer entièrement à ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. Alors pendant que tu faisais ton métier de directrice de cinéma, ça ne t'a pas empêché de préparer un projet? C'est ça? En fait, c'est quoi ce projet alors? La pièce de théâtre, ou de partir, de quitter Paris par exemple. En fait, j'étais à Paris, mais je ne me suis jamais sentie parisienne. Et j'avais fait... En fait, je m'étais dit, comme financièrement, je me disais, voilà, j'ai acheté ma liberté d'une certaine façon. Donc j'ai fait un autre métier pendant longtemps qui me rapportait de l'argent. Et j'ai mis des sous de côté pour pouvoir, à un moment donné, faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire uniquement peindre et écrire, et puis quitter Paris, parce que je ne me suis jamais sentie parisienne. Par contre, je me suis tout de suite sentie jovinienne. Et tu connaissais Joigny avant? Oui, oui, c'était un hasard, un faux hasard, c'est-à-dire que j'avais passé une partie de mon enfance dans Lyon. Mais quand j'ai quitté Paris, je ne pensais pas forcément revenir dans Lyon, mais ça s'est fait comme ça. Et donc, tu as pu jouer quand même dans une de tes pièces ou... Oui, j'ai été obligée de jouer dans une de mes pièces. Je ne voulais pas jouer dans les pièces que j'écrivais. Moi, j'envoyais mes pièces pour qu'elles soient jouées et puis ça ne marchait pas. Et à un moment donné, j'en ai eu marre des pièces qui ne se montaient pas. Donc, j'ai dit, vu que j'avais commencé à faire des ateliers de théâtre pour mieux écrire, en fait, j'avais commencé à jouer pour mieux écrire. Donc j'avais appris à jouer, mais pour moi, je ne suis pas comédienne en fait. Donc pour moi, je joue, mais ce n'est pas vraiment mon cœur de métier.
Et j'ai dit, bon, bah, pour qu'une pièce se monte, bah, je vais y aller, quoi. Je vais mettre les mains dedans. Est-ce que le titre à avoir... Ah voilà, c'est ce titre-là, c'est cette pièce-là? Oui, quand les étoiles auront des dents. Oui, ça veut dire, ça peut attendre. Ouais, ça veut dire que la terre est basse. Et alors, c'était quoi, une thérapie? Non, quand même pas. C'était quand même un bonheur quand même Non, de jouer. c'était génial de jouer. C'était une superbe expérience. J'aime beaucoup jouer en fait parce que moi je voulais des métiers de l'ombre et quand j'ai commencé à réaliser qu'en étant sur scène, bah, j'étais dans l'ombre d'un personnage, c'était très bien. Du coup, ça m'allait. J'étais très bien sur scène en fait parce que je me rendais compte que j'étais très très cachée finalement. Mais t'aimes bien être caché, non? Ouais. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a fait la mise en scène? Tu l'as joué souvent ou... Alors oui, il y a quelqu'un qui a fait la mise en scène quand on l'a joué à Paris. Donc la personne s'appelle Dorothée Laforêt. Et puis on a fait une présentation de la pièce à Joigny où j'ai été épaulée. Voilà, mais j'étais épaulée par Emmanuel Robert Espalieu et puis par Laetitia Leterrier. Mais bon, on a présenté les choses de manière un peu informelle, on va dire. Et tu comptes la rejouer ou la... C'est pas prévu pour le moment. Voilà, là je suis en préparation d'autres choses. On en reparlera après. Ouais, Par contre, j'ai vu aussi, bon, chez toi, il y a des tableaux et donc tu maries, tu connectes, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça, connecter des tableaux avec des lettres japonaises. On dit quoi, de la calligraphie japonaise? Pourquoi est-ce qu'on dit lettres ou calligraphie? Alors, la calligraphie, j'oserais pas appeler ça calligraphie dans le sens où la calligraphie, c'est un art, comme tu le sais, qui est, c'est toute une vie, voire plusieurs vies, parce que pour maîtriser cet art-là, donc moi, je suis pas du tout calligraphe. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer une artiste japonaise qui s'appelle Izumi Momose, qui est une artiste extraordinaire. Je l'ai rencontrée en Bourgogne c'était en 2016. Et puis, on est resté en lien et je suis allée la voir au Japon en 2018. Et j'ai connecté avec cette calligraphie japonaise qu'elle m'a montrée. Et donc, je commençais quelque part à toucher du bout des doigts, sans mauvais jeu de mots, mon obsession d'écrire sur mes tableaux. Sauf que le Japon, c'est pas ma culture. C'est-à-dire nos lettres, la manière dont on écrit nous, c'est pas issu évidemment des idéogrammes japonais. C'est très visuel quand même, c'est ça. Et c'est très visuel, c'est magnifique. Mais donc effectivement, j'ai fait une expo à l'issue de ce voyage. Il y a un récit de voyage qui s'est écrit pendant que j'étais là-bas. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire un récit de voyage, mais en fait, je l'ai écrit au fil de mon voyage. Tu nous a envoyé. Alors, on ne va pas le lire, mais c'est vrai qu'après, l'émission, elle est sur YouTube. Et puis, on peut focaliser sur cette image et pouvoir lire oui. Ça serait intéressant. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à connecter un tableau et se dire, tiens, je vais y mettre des lettres, si tu ne veux pas appeler ça la calligraphie, des lettres japonaises. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment, je crois que quelque part, ça a été une grande question pour moi pendant 30 ans, c'est-à-dire que c'était insoluble presque, c'est-à-dire c'était relié, c'était m'unifié quelque part, c'était relié ces deux arts que j'aime profondément, et de me dire, voilà, on écrit, on peint, comment relier les deux? Et en même temps, je ne suis pas calligraphe. Donc c'était à un moment, la peinture pour moi, c'est comme quelque chose, c'était comme un paysage d'une certaine façon. Et nous, on est comme des lettres en fait, c'est-à-dire parce qu'on s'écrit nous-mêmes, on écrit nos vies en fait. Et donc on est propulsé comme ça sur cette terre, donc dans des paysages... Voilà, dans certains contextes. Et puis, on va tracer notre chemin dans ce paysage. Et je crois qu'en fait, c'était ça que je voulais faire, mais j'ai mis 30 ans avant d'y arriver. Et le Japon m'a amené... Et tu parles le japonais? Non. Mais donc, ça a été un premier chemin vers ce que je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire les lettres hébraïques. Alors voilà, j'allais faire le lien. Voilà. Comment on passe... Tu parles l'hébreu? Alors, je suis en train de prendre des cours d'hébreu depuis plusieurs mois, donc j'en suis au début, parce que quand on commence à toucher aux lettres hébraïques, franchement, si on ne parle pas hébreu, on est très vite devant un mur. Et on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire pareil avec le Japon, hein?
Si, japonais? c'est pareil, c'est la ouais. même chose. Mais je crois que ce qui s'est passé, il y a eu, tu sais comment ça fonctionne, c'est-à-dire c'est une somme de détails qui s'emboîtent les uns dans les autres. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ta tête. Hein. Dans ma tête, non, mais je vais essayer de l'expliquer. Et voilà, c'est ça. En étant assez synthétique, c'est que j'avais été initiée au tarot. En fait, j'ai découvert les lettres hébraïques par l'image. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'ai été initiée au tarot par la grand-mère d'une amie. Et j'adorais les cartes. Moi, je joue au poker, je joue au tarot, j'adore ça. Le tarot, Mais le tarot de Marseille, le tarot divinatoire. Donc, il y a 20 ans, j'avais été initiée à ça. Et donc, j'avais des jeux de tarot divinatoire que je trouvais toujours passionnants. J'avais l'impression, pour moi, ces cartes, elles étaient vivantes. Et à un moment donné, je me suis dit, dans les tarots, il y a ce qu'on appelle 22 arcanes majeures. Et puis, j'ai fait des rencontres, puis j'ai commencé à entendre parler des 22 lettres hébraïques. Et je dis, tiens, 22 quand même, il y a peut-être un lien entre 22 lettres hébraïques, 22 arcanes. Enfin, puis j'ai commencé à fouiller. Et donc, quand on fouille, au bout d'un moment, on trouve. Donc, c'est la curiosité qui t'amène. Absolument. Et là, je rencontre une personne qui me met entre les mains le tarot de Franck Laloux, qui est un grand calligraphe français, dont je me suis inspirée d'ailleurs sur ma dernière expo, parce que lui, il est vraiment calligraphe, il est auteur et calligraphe. Comment il s'appelle? Franck Laloux. C'est magnifique ce qu'il fait, okay. C'est absolument sublime. Je vais faire un stage d'ailleurs avec lui et sa femme cet été. Et là, je commence à connecter, je commence à découvrir toute cette histoire. Et je découvre qu'effectivement, les 22 arcanes majeures des tarots sont issus des 22 lettres hébraïques. Et donc, on raconte, et c'est là que cette histoire est passionnante. Alors, on ne sait pas exactement si elle est vraie, mais en tout cas, ce qui est probable, c'est que sous l'Inquisition espagnole, il y a une partie du peuple juif qui s'appelait les Maranes, qui aurait créé les 22 arcanes majeures des tarots comme ils pratiquaient la religion juive, comme ils pratiquaient la religion juive en cachette. Sans l'écrire. Sans l'écrire. Et donc, ces 22 arcanes majeures, dont on sert aujourd'hui pour lire l'avenir, alors que c'est une ineptie, en fait. Ça ne sert pas du tout à lire l'avenir. C'est-à-dire pour transmettre la culture. Complètement. Et c'est pour lire le divin en soi, en fait. C'est-à-dire ça parle de notre univers, de notre monde, du soleil, des étoiles, de tout ce qui nous entoure. Et donc, ils auraient créé ces 22 arcanes majeures pour continuer à faire circuler la pensée hébraïque. Et ça serait arrivé en Italie. Les Italiens se sont retrouvés avec le jeu des tarots de Marseille qu'on connaît. Et ils ont vu ces 22 arcanes, ils auraient vu ces 22 arcanes en disant, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était un peu mystérieux, et donc ils les auraient appelés les atouts. D'accord. Donc c'est comme ça que ça aurait circulé. Et moi, du coup, là, je connectais des choses importantes. Et là, la découverte de ces lettres, c'est fascinant, parce que ce sont comme des personnages, en fait, des vrais personnages. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Là, oui, c'est pour ça que j'ai essayé de faire... On ne peut pas, voilà. on peut pas. Par contre, on va passer à autre chose complètement différent. Quoique, il y a toujours des liens dans les... Quand je t'ai appelé, je t'ai demandé où tu habitais. Tu m'as dit rue Anna. Ah, rue Anna Carnot. Et j'ai demandé qui était donc cette personne. Alors, rue Anna Carnot, comme on voit, donc C-A-R-N-A-U-D. Et quand je suis arrivée dans cette rue, je me suis, pareil, je me suis posé la même question que toi, c'est-à-dire j'ai dit qui est cette femme que je ne connais pas, donc j'ai fouillé un peu. Donc c'était une auteure, alors je dirais pas féministe parce que c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire donc c'est une auteure de fin 19e, début 20e, qui prenait la mixité, qui a beaucoup défendu en fait les droits des femmes, mais qui prenait véritablement la mixité, donc pas de pouvoir de l'un sur l'autre, mais à un moment donné quelque chose d'équilibré. Donc qui a écrit énormément là-dessus, qui a travaillé dans multiples associations pour ça. Et puis, elle a, en fait, à son décès, elle a habité Joigny, elle a laissé sa fortune, en fait, à la ville de Joigny, c'est-à-dire tous ses biens, sa maison, avec les biens qui s'y trouvaient. Et grâce à ce qu'elle a laissé, il y a des choses qui se sont construites à Joigny, dont une école, une infirmerie. Elle a laissé sa maison, donc, qui est l'actuel conservatoire.
Et je crois que tu te bats justement pour J'aimerais bien une une espèce réhabilitation. d'impasse ou Mais oui, un nom. parce que tu veux que je c'est une lise trace. tu veux que je lise je pense pas qu'on ait le temps. Non, mais En tout cas, tout ça pour dire que de se renseigner au moins sur Anna Carnot, on a vu. voilà. Et donc cette femme, en fait, l'école ne porte pas son nom, elle porte le nom du maire qui a fait ériger cette école grâce à son argent à elle. Mais bon, à l'époque, on va quand même pas donner le nom d'une femme. Mais en tout cas, on en parle, nous, ici, donc Mais c'est je principal suis déjà. très, très contente d'en parler parce que je me dis, c'est à l'image... même si on a l'impression qu'il y a des choses qui ont évolué, et moi, j'ai jamais été une espèce de fervente féministe ou quoi que ce soit, je me rends compte quand même en tant que femme, en tant qu'artiste femme, même si j'aime pas le terme d'artiste, mais on a quand même besoin de défoncer quelques portes à certains moments. Il y a quand même des trucs qui sont pas tout à fait acquis. Oui, tout le temps. Oui, je suis d'accord. Toujours. Et mais pour tout le monde, hein, je pense pas seulement pour les femmes, pour tout le monde, on se heurte toujours à ces histoires de frontières, de cloisonnement, et je trouve que le combat de cette femme, ce qu'elle a fait, je suis assez heureuse d'habiter dans cette rue. Quelque part, je me sens connectée à cette femme, d'une certaine façon. Alors, comme on parle de connexion, tu vas faire des expos. Mm-hmm. Il y a des expos de prévus, là, bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques minutes? Oui. Savoir qu'est-ce que tu vas mettre dedans avec tout ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que je vais mettre oui, qu'est-ce qu'on va bien mettre dedans? Alors, déjà, je parlais donc effectivement sur les lettres hébraïques, donc on appelle ça le verbe créateur. Je fais des expos, ce que j'ai appelé des expos. On a des photos sur les expos. Oui. Alors, c'est peut-être des expos anciennes. Hein. On n'a pas des photos sur les expos à venir, ce qui est normal. Alors, est-ce que ça va être un petit peu ce style-là? Il y en a, en fait, dans les images, il y en a qui sont pas, où il n'y a pas forcément les dates, mais je vais en parler. En fait, les expos découvertes, c'est un principe, parce que je voulais pas mettre le terme de conférence, qui déjà n'était pas juste, et puis que je trouve un peu pompeux. Mais donc, ce sont des expos découvertes, c'est à la rencontre du verbe. Ah, là, c'est autre chose. Voilà, on a montré les photos. Là, c'est une représentation un peu symbolique de la ville de Joigny avec les 3 portes de ces églises. Tu vas mettre ça dans tes prochaines expos? Alors, je ne sais pas où. C'est un double triptyque en fait. Il se voit arrière, avant. Donc, il a 6 faces. On est en train. C'est en cours. Je ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir. Pour l'instant, il est chez moi, mais je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Et par rapport aux expos, donc sur en tout cas les lettres hébraïques, donc j'interviens dans différents lieux, des lieux pas forcément attendus. Enfin, ça peut être vraiment dans plein de lieux différents. Je viens avec des petits tableaux. Lesquels? Par exemple, tu as des dates alors là, il va y avoir dans le cadre d'une opération de la ville de Joigny qui s'appelle Restoar, donc qui est un lien entre les artistes et les restaurateurs. Donc on a des tableaux qui vont être exposés dans des vitrines de resto. Bien. Et moi, donc il y aura des lettres. Voilà, avec jauge d'accueil et tout, si je peux à certains moments parler un petit peu des lettres, expliquer, raconter l'histoire et tout, je le ferai dans la limite de ce qu'on pourra faire, ça après on verra. Après, j'ai fait une intervention et d'ailleurs j'ai des cartes lettres qui sont là-bas avec des petits livrets. Donc c'est la boutique à Auxerre, c'est la boutique de Sophie Chanty qui s'appelle Création du Nouveau Monde, qui est super, hein, avec plein d'autres artistes qui sont représentés. Donc là-bas, j'ai fait une expo découverte, on a fait pendant 3 heures, on a eu un temps d'échange sur les lettres pour expliquer les liens entre les images et puis ce verbe qui est incroyable. Donc ça, je vais le faire dans plein d'endroits. Pardon, je vais le faire à Joigny aussi. Non, justement, tu parlais du temps qui passe. Oui, oui, le temps passe. J'ai un peu une mauvaise nouvelle. Le temps passe. C'est que c'est vrai qu'on arrive un petit peu à la fin c'est toi qui de cette émission, guide. mais je vais te laisser quand même déjà... la caméra est ici, si tu as un message à passer, et puis de dire aussi où on peut te contacter, quoi, si tu as une adresse mail. Si Alors, je vais en parler très très vite, parce qu'il y avait une image, il y a une expo collective donc, qui a été lancée par Frédéric Lemarchand, une peintre qui est sur Vézelay, et donc avec un collectif d'artistes dont je fais partie. Et le lancement, ce sera une expo collective et itinérante, donc, qui s'appelle Venir au monde. Qui est au même titre d'un recueil éponyme que j'ai écrit. Et ça sera vraiment, ce sera une très très belle expo qui va démarrer à Vézelay normalement cet été, si tout va bien. Et si vous voulez d'autres infos sur mon actualité,
j'ai un site internet, donc www.clairemarin.net. Il y a tout qui est à jour tout le temps. Et puis j'ai une page Facebook aussi qui est à jour tout le temps. Donc il peut y avoir plein d'infos à Je cet confirme. endroit-là. Oui, tu es au courant. Bah, écoute Claire, j'étais ravi. Moi aussi, c'est de passé te très vite. recevoir. Je voudrais remercier toute la régie, Théo, Marc et Johan, qui font coucou. Et je Merci. vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je crois que, je sais plus, on marquera le nom. En tout cas, n'oubliez pas, amis Top Culture, de vous abonner. Hein, on a besoin de votre soutien. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci à vous.